Nous sommes plus de 300 millions dans le monde à partager la même langue, le français. 300 millions de femmes et d'hommes, aux cultures singulières, répartis sur les 5 continents du globe. Une francophonie plurielle, fruit d'un métissage culturel et d'une histoire riche et complexe. La langue française, c'est les Lumières, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est aussi la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est en plus la culture de la diversité, la culture de la solidarité. 300 millions de francophones, c'est un chiffre approximatif. Il va sans dire qu'il existe beaucoup plus de francophones en réalité sur les 5 continents. La francophonie est beaucoup plus connue hors de France qu'en France. La francophonie est une organisation qui appartient à plusieurs pays, qui ne sont pas nécessairement la France, bien évidemment. Il faut savoir que cette langue ne vous appartient plus. Elle est universelle, elle est parlée sur les 5 continents et je pense qu'il y a des artistes, des créateurs, des étudiants, des chercheurs qui ont besoin justement, non seulement en France, mais dans l'ensemble de l'espace francophone, de circuler, d'échanger. Il y a 50 ans, plusieurs pays francophones ont fait de cette langue leur combat pour se construire ensemble. La langue française agit comme un véritable trait d'union entre les peuples. En 1970, la première organisation pour la francophonie, qui deviendra l'OIF, voit le jour. Sa mission, promouvoir les droits de l'homme, la formation, la diffusion et l'enrichissement du français dans le monde. C'est grâce à plus de 300 centres culturels qu'elle participe à offrir à tous l'éducation et l'accès à la culture. Les enfants n'ont pas la possibilité de lire à la maison et que ici c'est un centre qui leur permet de lire, de poser des questions aux formateurs qui sont ici. Nous avons le devoir d'offrir à tous nos jeunes une chance réelle et égale de réussir. Alors que plus de 124 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école, l'OIF lutte contre la déscolarisation en ouvrant des classes passerelles permettant la remise à niveau des enfants et notamment des filles. Cette classe a inséré les élèves qui ont abandonné l'école ou bien qui ont été exclus de l'école. Ils apprennent à lire, à calculer, ils apprennent l'éducation physique, on les forme, on les prépare à être les futurs citoyens de demain. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de progrès. Mais nous devons tout faire pour que l'éducation des filles soit portée par nos sociétés. Car je suis un homme. En soutenant l'éducation des filles, l'organisation œuvre pour l'égalité des genres et le respect des droits des femmes francophones, qui seront plus de 350 millions en 2050. Qui dit éducation des jeunes filles dit émancipation. Aujourd'hui, l'OIF a plus tendance à mettre l'accent sur la parité, l'égalité femmes-hommes. Les populations sont de plus en plus sensibilisées un peu à ces questions-là, qui aujourd'hui, il faut le dire, est primordiale. On ne peut pas continuer à tenir à l'écart une majeure partie de la population, de la communauté mondiale, sous prétexte qu'elles sont des femmes. Le Canada est déterminé à combler les écarts qui persistent entre les hommes et les femmes à l'échelle mondiale qui font obstacle à la prospérité. L'OIF s'emploie à réduire les inégalités grâce à la formation et l'éducation, mais aussi en offrant à tous un accès égal aux soins. Parmi ces mobilisations, l'organisation se bat contre la multiplication des faux médicaments en Afrique. Le trafic de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés est un des principaux fléaux du XXIe siècle. Toutes les 5 minutes, un enfant décède à cause d'un antipaludique de qualité inférieure ou falsifié. Donc, même les nourrissons sont une cible pour ces réseaux mafieux transnationaux qui tirent du trafic des faux médicaments un revenu 10 à 25 fois supérieur à celui que génère le trafic d'héroïne, de cocaïne ou d'armes. L'OIF se place parmi les organisations les plus influentes du monde. Elle compte 2 pays au sein du G7, un tiers des membres de l'ONU et s'intègre depuis 5 décennies au paysage politique mondial. Son histoire commence en Afrique, où l'on compte aujourd'hui 55% des francophones du monde. De Yaoundé à Lomé, de Brazzaville à Dakar, en cette année 1960, le drapeau français laisse la place à ceux des nouvelles nations indépendantes. L'Afrique française a cessé d'exister.
Après près de 100 ans sous la coupe de la France, 14 pays africains obtiennent leur indépendance à l'aube des années 60. Parmi eux, le Sénégal, qui pour la première fois de son histoire, le 5 septembre 1960, élit son président de la République, Léopold Sédar Senghor. Il sera le père fondateur de la francophonie. Un président sénégalais, imprégné de l'héritage français. Né le 9 octobre 1906, dans une famille catholique du Sénégal, Léopold Sédar Senghor fait ses études de lettres au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il côtoie Georges Pompidou. Sa carrière politique commence en 1945, date à laquelle il est élu député du Sénégal. En 1959, aux côtés d'André Malraux, il est nommé ministre conseiller du général de Gaulle. Mais parallèlement, il poursuit sa carrière politique. Et c'est au Sénégal, son pays, que le poète, devenu président, développe son dessin culturel et politique, nourri par ses années passées dans l'Hexagone. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. Un Sénégal indépendant politiquement, mais dont l'indépendance culturelle est en pleine transition. Senghor le sait, l'identité de son pays repose sur sa richesse culturelle. Il initie alors un événement qui marquera l'ère nouvelle africaine, le premier festival des arts nègres à Dakar en 1966. Tous les arts y sont représentés et des personnalités importantes y participent. Aimé Césaire, Joséphine Baker, Duke Ellington. Un événement sans précédent dans l'histoire culturelle du continent africain qui permet au président d'affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs au grand courant universel. Nous venons d'organiser le premier festival mondial des arts nègres. Je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage et d'abord au métissage culturel. Pour composer l'identité riche et multiple du Sénégal, Senghor prend une décision inattendue. Le poète choisit la langue française comme vecteur de son idéologie culturelle. Une langue pourtant héritée d'un passé colonial douloureux. La colonisation, c'était une entreprise de domination politique, économique, culturelle. Sous ce qui s'ensuit, je ne vais pas refaire l'histoire de la colonisation. Mais c'était une histoire, c'était une aventure humaine. Comme toute aventure humaine, Léopold Sédar Senghor l'a dit, comme toute aventure humaine, elle a charrié de la boue et des pépites, de l'or. Je considère que le français, la langue française, comme le disait Léopold Sédar Senghor, c'est un instrument, un trésor inestimable que nous avons trouvé dans les décombres de la colonisation et qui nous sert merveilleusement. Les langues, j'allais dire, parlées dans ces pays sont souvent plus de 60. Il faut amener des communautés et des populations à discuter entre elles. Alors le français était un outil fédérateur, c'était un outil qui assurait une forme d'union nationale où tout le monde pouvait facilement s'exprimer à travers. La langue de Molière devient la langue officielle du Sénégal indépendant. Et Senghor en fait le moteur de son rêve politique. Il écrira « Mon propos était de montrer comment, au contact des réalités coloniales, c'est-à-dire des civilisations ultramarines, l'humanisme français s'était enrichi, s'approfondissant en s'élargissant pour intégrer les valeurs de ces civilisations. » L'idée de la francophonie était née. Il réafricanise le mot là où c'était principalement un héritage colonial lié au projet de la Troisième République. Mais tous ne partagent pas l'opinion de Senghor quant à cette langue héritée du colon français. Les divergences grondent, au cœur des pays en proie à l'émancipation. Des écrivains et intellectuels s'opposent fermement à valoriser la langue de leurs colonisateurs. Parmi eux, Aimé Césaire. Eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora. Aimé Césaire et bien d'autres penseurs de l'époque n'ont pas adhéré tout de suite à l'idée de la francophonie parce que pour eux, c'était continuer un peu la domination coloniale. Et ce débat, finalement, même si
il y avait des visions qui n'étaient pas forcément convergentes, il a stimulé fortement l'ambition francophone. Moi, je suis, et je l'ai montré dans ma vie, j'ai toujours combattu le racisme, j'ai toujours combattu le colonialisme, j'ai toujours combattu l'oppression. L'autonomie, ce n'est pas une certaine forme de séparation. L'autonomie, c'est la concrétisation, c'est la forme juridique de la décentralisation. Vous êtes pour une régionalisation? Pas, en tout cas, pas à la française. Aimé Césaire avait une conception originellement partagée dans les années 20, 30, 40 avec Senghor de la négritude, et puis petit à petit s'en est détaché. À cela, plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas épousé les mêmes causes politiques. La deuxième, c'est que les conditions de la décolonisation n'ont pas été les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont départementalisés pour le cas des Antilles. Et troisièmement, parce que, à cause de ces modèles de décolonisation, Senghor, lui, en fait une sorte de porte-drapeau de son ambition politique, de son ambition géopolitique, dans laquelle la culture a une place très importante. La francophonie, c'est des peuples qui ont décidé de vivre ensemble, c'est des peuples qui ont décidé de regarder ensemble dans la même direction, c'est des peuples qui ont décidé de parler ensemble, de changer et de partager la même culture, la même vision et la même politique. L'Algérie, à son tour, se méfie de cette idéologie francophone. À l'issue d'une indépendance obtenue au terme d'un conflit armé de 8 ans, le pays recule devant l'idéal francophone, qu'elle associe à l'impérialisme français. La francophonie était perçue comme le bras armé de la France. Ces relations franco-algériennes complexes poussent les écrivains algériens à s'interroger suite à l'indépendance. En quelle langue doivent-ils écrire désormais ? Kateb Yassine, grand écrivain algérien, proposera une réponse. Kateb Yassine disait « La langue française, c'est le butin de guerre de l'Algérie ». L'auteur précisera même « La francophonie est une machine politique néocoloniale qui ne fait que perpétuer notre aliénation. Mais l'usage de la langue française ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère. Et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français ». Senghor cherche alors de nouveaux appuis et se tourne vers le Cambodge et le Niger. Il nouera aussi le dialogue avec la Tunisie dirigé par Habib Bourguiba. Je n'aime pas beaucoup le mot de francophone, mais enfin je dois reconnaître que la francophonie représente en Afrique une réalité. Convaincu par Senghor, Habib Bourguiba, Amani Diori et Norodom Sihanouk militent alors pour la création d'une communauté francophone, certains du rayonnement culturel qu'elle peut leur apporter. Il y avait au cœur de cette vision l'idée d'organiser un Commonwealth à la française, c'est-à-dire une communauté internationale des francophones dont le socle était la langue française, mais dont l'ambition était d'organiser des relations entre anciens colonisateurs et anciens colonisés qui tenaient compte du nouveau monde post-colonial. Les pères fondateurs de la francophonie qui venaient d'Afrique, du Cambodge, d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sahel, c'est des hommes qui ont voulu faire du beau à partir de l'héritage et de l'expérience coloniale. En fonction des pays, en fonction des aires géographiques, il y a autant de cultures. Le français donnait cet outil formidable qu'on pouvait utiliser à bon escient pour pouvoir véhiculer nos cultures, pour pouvoir échanger à travers le monde et participer à la conversation mondiale. C'est à la fin des années 60 que se concrétise l'idéologie francophone des pères fondateurs. 2 conférences décisives sont organisées à Niamey, capitale du Niger, en 1969 et en 1970. Messieurs les ambassadeurs, messieurs les délégués, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la première conférence des pays entièrement ou partiellement de langue française. Senghor et ses homologues réunissent 21 pays afin d'officialiser la création de ce qui deviendra plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Mais sans s'y attendre, Senghor se heurte aux réticences de la France, marquée par l'absence du général de Gaulle et de son conseiller Jacques Foccart, plus favorable aux relations bilatérales qu'entretiennent la France et l'Afrique. De Gaulle est très peu mobilisé, intéressé et surtout séduit par ce projet.
il a très peur que le terme francophonie, en réalité, le renvoie dans le rétroviseur colonial. Sans réel soutien français, la conférence porte tout de même ses fruits et officialise la création imminente de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, première esquisse de l'OIF. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une agence, en fait, pour amener les États signataires à créer un espace de coopération pour la promotion de la langue française et de la culture. Il s'agissait aussi de promouvoir la diversité linguistique parce que, en fond, il y a quoi? Il y a l'idée qu'il faut éviter l'uniformisation du monde sur la base d'un idiome international qui pointait déjà à l'horizon l'anglais, et puis de faire en sorte d'éviter que la culture soit l'objet de marchandisation. À la tête de l'organisation est élu le Québécois Jean-Marc Léger, journaliste et humaniste engagé au service du dialogue des peuples. Jean-Marc Léger qui a fait deux choses absolument formidables. Il a créé l'agence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Agence universitaire de la francophonie. Ce n'est pas rien. Et il a créé l'Association des journalistes de langue française. La première organisation de la société civile qui était les journalistes, c'était créé par Jean-Marc Léger à Montréal. 2 ans après, il a réuni les quelques universités et c'était l'embryon du réseau aujourd'hui qui regroupe 1000 universités dans le monde. Ce n'est pas rien. L'OPELF, l'agence universitaire partiellement ou entièrement de langue française, promeut la langue et la culture en réunissant les universités francophones du monde entier et devient le partenaire clé de l'ACCT. C'était l'époque où justement les Québécois qui étaient en pleine révolution tranquille voulaient tisser des ponts avec les francophones du monde entier. Devenue en 1998 l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF est aujourd'hui le plus grand réseau universitaire du monde et continue d'enrichir la langue des Lumières en véhiculant les valeurs originelles de la francophonie. Il a fallu attendre le début des années 60 pour voir ces universités françaises se réunir et se dire qu'après tout, elles avaient elles aussi vocation à propager non plus seulement la langue française, mais aussi, évidemment, la recherche française. On peut souligner ce succès incroyable qui prouve bien que la langue française, malgré tout ce qu'on peut dire, reste une langue essentielle dans le cursus des étudiants dans le monde. Cette association avec l'OPELF appuie l'objectif premier de l'organisation, la diffusion et la mise en lumière de la langue française à travers le monde. Une liaison qui donne du poids à l'organisation qui se construit doucement. Niamey, c'était un compromis à minima de créer cette petite agence de coopération culturelle et technique qui était vraiment une toute petite structure avec très peu de moyens. Il y a eu cette bataille pour donner une assise institutionnelle beaucoup plus forte et beaucoup plus ambitieuse. L'organisation trouvera un nouveau souffle de l'autre côté de l'Atlantique, soutenu par le Canada, moteur et poids économique déterminant. Le Québec, fervent défenseur de la langue française, jouera à son tour un rôle clé pour la construction de la CCT. Nous sommes ici dans la famille Rouleau, une des premières familles d'immigrants venus au Canada en 1650. Ils sont partis du Perche en Normandie pour faire fortune dans le Nouveau Monde. Arthur, Gaëtan, Lise, Bernadette, Chantal, Louis, 10 générations sont autour de cette table et tous se raccrochent aux traditions françaises. Moi, je serais désespéré si on me disait que mes petits-enfants ne parleront plus français, parce que c'est pas une question de vocabulaire, mais c'est une question de style de vie qui, d'après moi, correspond beaucoup à ce qu'on est comme être humain. La CCT donnera le ton de ses ambitions culturelles en 1984, en créant ce qui deviendra le visage de l'organisation. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait une télévision mondiale qui était CNN. Le ciel parlait anglais, point. Alors, quand les francophones sont devant quelque chose d'anglophone absolu, ils ont toujours un traumatisme profond. Il fallait donc créer une télévision au moins équivalente à CNN dans son rayonnement international. Les Japonais vont créer une télévision en langue japonaise, les Chinois, les hispanophones. Et Abdou Diouf dit, mais nous, les francophones, on sera nulle part, c'est pas possible, ça. Le Canada, la France, la Belgique, la Suisse et le Québec se réunissent pour créer TV5.
Principal vecteur de la francophonie, TV5 est reçu aujourd'hui dans plus de 300 millions de foyers dans le monde. TV5, qui est un outil extraordinaire pour propager non seulement la culture française, mais aussi la langue française. TV5, c'est aussi un outil pour apprendre le français dans des pays où l'anglais domine. Une innovation qui renforce l'organisation qui, malgré sa création 14 ans plus tôt, est encore fragile. Il faudra attendre 1986 pour que François Mitterrand donne une nouvelle impulsion politique à la francophonie, en organisant à Versailles un sommet qui, pour la première fois, réunit tous les chefs d'État membres de la CCT. Il y a aussi une forme, disons, de clin d'œil ou de diplomatie d'influence de François Mitterrand. Il faut bien voir qu'aller à Versailles, c'est aller chez Louis XIV. Aller chez Louis XIV, c'est rappeler que le XVIIe siècle a codifié, avec l'Académie française créée par Richelieu, avec les différents auteurs, Molière, Racine, etc., on va considérer comme grand classique de la littérature française du XVIIe siècle. Et c'est tout ça que François Mitterrand met un petit peu en arrière-plan de l'invitation à Versailles. Objectif, sauvegarder la langue et son rayonnement. 200 millions de personnes dans le monde utilisent plus ou moins le français, comme le Liban. L'enjeu, c'est tout d'abord de faire entrer davantage notre langue dans l'informatique sous peine, a dit François Mitterrand, de voir le français cesser d'être l'un des grands moyens de communication dans le monde. Jusqu'au 19 février, les chefs d'État et de gouvernement débattront des réseaux de communication, de l'endettement du tiers-monde et aussi de coopération énergétique, sans oublier les dossiers du Tchad et du Liban. Derrière le décor versaillais, la francophonie s'organise et dès ce sommet, elle se politise. Les chefs d'État définissent ensemble le rôle de la structure et arborent leurs premières décisions politiques. Notamment, la condamnation de l'apartheid qui divise l'Afrique du Sud. L'engagement politique de la CCT est né. Quand des chefs d'État et de gouvernement se réunissent, il est difficile qu'ils ne puissent pas parler d'autre chose que de la culture et de la langue. Sinon, on le laisse au niveau des ministres techniques. Donc, dès lors que les chefs d'État et de gouvernement se réunissaient pour un sommet, on pouvait imaginer que la politique était déjà un enjeu majeur de cet espace. 41 chefs d'État et de gouvernement, ou de délégations, ont parlé de la langue, de la culture française et de toutes les formes d'application, y compris l'approche d'un certain nombre de problèmes internationaux, ce qui n'est pas si commode, puisque, bien naturellement, nos États n'ont pas, sur toute question, une identité de vue automatique. Après 86, on passe à une structure intégrée qui commence à muter vers des fonctions politiques beaucoup plus importantes, beaucoup plus stratégiques que la CCT entre 69, 70 et 86. En 86, on est dans une période où c'est la fin de la guerre froide, où on entre dans un système international multilatéral. On n'est plus dans un monde bipolaire. Et donc c'est ce contexte qui a favorisé la dimension politique de la francophonie. Et c'est un an plus tard que les rênes de cette organisation politique émergente vont se jouer, lors du deuxième sommet organisé au Canada. Face à l'émergence de ce nouveau monde francophone influent, la France et le Canada se positionnent. Compte tenu de notre histoire, voilà que nous avions l'occasion de participer activement avec la France dans une nouvelle aventure internationale qui s'appelle maintenant la francophonie. Mais nous ne sommes nullement des concurrents, mais nous sommes des collaborateurs unis. La France qui exerce depuis longtemps, notamment dans l'Afrique, sent qu'il y a tant de besoins qu'elle ne peut que se réjouir de voir un grand pays s'y appliquer lui aussi, avec son caractère, son talent, ses techniques, qui sont souvent de premier rang. Donc, ce n'est pas une inquiétude à avoir. En francophonie, peu de pays peuvent imposer quoi que ce soit. Les gens pensent que ou le Canada ou la France, parce que puissance, ça ne marche pas comme ça. Ça se décide en groupe. Et si vous n'êtes pas dans le groupe, ou si il y en a un qui pense qu'il peut imposer quelque chose, 2 ans après, ce qu'il a imposé va imploser.
De ce sommet va découler la création d'un événement sans égal, les Jeux de la francophonie qui conjuguent talent artistique et performance sportive dans une atmosphère phénoménale. Une cérémonie d'envergure qui réunit au Maroc pas moins de 1700 jeunes représentant 39 États et gouvernements francophones. L'événement est inédit et dévoile pour la première fois plusieurs jeunes athlètes qui n'ont pas fini de faire parler d'elles, comme Marie-Josée Pérec, 21 ans, qui remporte à cette occasion sa toute première médaille d'or internationale. La compétition elle-même n'a pas pour enjeu la victoire pour la victoire, mais elle doit stimuler les talents du monde francophone. C'était des espaces qui permettaient de faire parler de l'organisation et de ses objectifs au plus grand nombre et de faire participer le plus grand nombre, donc à commencer par la jeunesse et les hommes de culture, donc d'où les Jeux de la francophonie. Depuis cette première édition, les Jeux de la francophonie s'organisent tous les 4 ans, continuant de faire vivre les talents francophones autour du sport et des arts. Cette initiative culturelle ne sera pas orpheline. Dès le début des années 90, la CCT valorise l'échange culturel et la formation et inaugure à Alexandrie une nouvelle université qui porte le nom du père fondateur de la francophonie, Léopold Sédar Senghor. Dans ce laboratoire de coopération entre le Nord et le Sud, on formera des cadres africains dans les domaines de la santé, la nutrition, l'économie et le développement. On arrive en 1990 où les chefs d'État, membres de l'Organisation internationale de la francophonie, font un constat. Le manque criard de spécialistes, le manque criard de cadres compétents qui travaillent pour le développement du continent africain. Moi qui suis fruit de cette université, je peux vous dire que c'est l'un des plus beaux outils que la francophonie ait mis en place pour pouvoir valoriser un peu et pour pouvoir permettre également à des jeunes Africains de ne pas forcément s'exiler, mais d'apprendre sur le continent africain à servir le continent, à être outillé, à avoir tout ce qu'il faut, tout le bagage intellectuel qu'il faut pour pouvoir servir la francophonie. Les arts du spectacle sont aussi valorisés en 1993, avec la première édition du marché des arts africains à Abidjan. Devenu le plus grand événement culturel de l'Afrique à ce jour. La scène du Massa réunit des artistes internationaux et agit comme un tremplin pour des centaines de troupes. Le Massa offre aux artistes programmés une chance de vendre leur spectacle et de se produire au-delà des frontières. Le début des années 90 marque un tournant dans l'évolution de l'organisation. La chute du mur de Berlin redessine l'ordre mondial. La CCT prend conscience du rôle politique qu'elle peut jouer et, dès 1992, s'engage dans la supervision de processus électoraux à l'étranger. Sa première mission est envoyée en Roumanie. Ce pays, comme ses voisins de l'Est, voit en la francophonie un passage vers l'Europe. Après la vague des adhésions des pays vraiment francophones, beaucoup de pays ont voulu rejoindre la francophonie parce que c'était un club qui pouvait avoir de l'influence, qui pouvait jouer un rôle international, et pour un certain nombre d'entre eux, qui voulaient trouver un cadre dans lequel ils pouvaient reconstruire des relations avec les pays du Sud. Certains pays du Sud, à leur tour, profitent des relations qu'ils entretiennent avec la francophonie pour se développer. Parmi eux, le Vietnam, un des membres originels de la CCT, qui mise sur le français pour développer son économie et sa culture. Les francophones dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup. Donc on espère de former une nouvelle génération de francophones. Et puis ce sera une génération des scientifiques francophones. Maintenant, partout dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'anglais. C'est pourquoi c'est grâce au français, je peux trouver facilement le travail. Ce qui est important et ce que nous voulons apporter aux élèves, c'est de penser à la façon française. C'est-à-dire, lorsqu'ils doivent résoudre un problème, ils vont essayer de penser, d'exprimer les choses en français. Le Vietnam est l'un de ces pays
tout à fait singulier, qui voit son intérêt bien compris de garder avec la France des liens politiques, des liens économiques. Et le Vietnam est incontestablement pour la France aussi un cheval de Troie pour conquérir le sud-est asiatique, c'est vrai. C'est ici même, à Hanoï, que s'organise en 1997 le 7e sommet de la francophonie. Filles et fils d'un peuple qui a enduré tant de souffrances, nous voulons que les enfants puissent grandir dans un environnement sain. Le sommet de Hanoï marque une impulsion politique décisive au sein de l'organisation. Il existait déjà une dimension politique au sein de la francophonie puisque les chefs d'État et de gouvernement se retrouvaient tous les 2 ans au sommet. Mais il manquait en fait un personnage pour incarner cette francophonie et c'est ce personnage qui sera choisi par les chefs d'État et de gouvernement au prochain sommet à la fin de l'année, en effet. La nouveauté ici à Hanoï, c'est l'élection d'un secrétaire général qui sera le visage et la voix de la francophonie à travers le monde. Boutros Ghali, l'ancien patron de l'ONU, devrait être désigné. L'élection de l'Égyptien Boutros Ghali renforce la crédibilité de l'organisation, mais aussi la place qu'elle occupe sur le plan mondial. Le diplomate, juriste et universitaire, né au Caire en 1922, occupe d'abord les fonctions de ministre d'État aux Affaires étrangères de son pays, avant d'entrer au Parlement en 1987. 5 ans plus tard, il devient le premier homme africain à être nommé secrétaire général de l'ONU. L'homme politique, infatigable avocat de la paix, mais surtout spécialiste des affaires étrangères, est officiellement nommé secrétaire général de la francophonie à l'issue du sommet de Hanoï. Ce sera lui qui fera rentrer l'organisation dans la cour des grands, en concrétisant des accords avec les plus grandes organisations internationales telles que l'ONU ou l'UNESCO. Avoir un ancien secrétaire général des Nations Unies porter la voix de la francophonie et le visage de la francophonie sur la scène internationale, ça a été un élément important pour la francophonie. Alors c'est le Premier ministre qui a rappelé hier sa volonté donc de donner une dimension plus politique à la francophonie. Est-ce que vous avez déjà pris des décisions ? Oui, j'ai pris des décisions et j'ai obtenu l'appui des ministres qui ont participé aux réunions durant ces 2 derniers jours. Je leur ai expliqué la nouvelle dimension politique de la francophonie, l'intention d'établir des relations avec les autres groupements régionaux, c'est-à-dire la lusophonie, la Ligue arabe, l'Organisation de l'unité africaine et avec les Nations unies. En d'autres termes, faire connaître la francophonie aux non-francophones. C'est notamment en 2001 que son souhait de promouvoir la francophonie à l'international voit le jour avec la création d'un prix littéraire unique au monde, le prix des 5 continents de la francophonie. Une initiative culturelle singulière qui permettra à la littérature francophone de se diffuser mondialement et de s'enrichir de ce nouveau métissage des cultures. Il n'y a pas de prix des 5 continents pour l'anglais, il n'y a pas de prix des 5 continents pour le chinois, il n'y a pas de prix des 5 continents pour le Japon. Nous sommes la seule langue qui peut se payer le luxe d'ouvrir un prix qui s'appelle un prix des 5 continents. Depuis sa création, le prix consacre chaque année un roman de langue française. 20 ans plus tard, le prix des 5 continents continue de jouer son rôle de révélateur et de promoteur de l'art francophone, soutenu par des écrivains tels que Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature et membre original du jury. Je trouve que c'est un prix absolument indispensable parce qu'il permet à un public assez large de connaître une littérature qui est un peu différente de celle à laquelle il a affaire la plupart du temps, qui est véhiculée par la presse et par les médias habituels. Et elle révèle des voix différentes dans la littérature, c'est-à-dire, quand je dis des voix, c'est-à-dire des individualités, des façons d'écrire. Et en fait, elle remet à neuf la langue française. Donc c'est pour moi un prix absolument indispensable. L'organisation s'attache à véhiculer ses œuvres littéraires à travers le monde, mais aussi le regard politique qu'elle porte sur celui-ci grâce au sommet qu'elle organise tous les 2 ans. Et c'est en 2002 que pour la première fois de son histoire, le 9e sommet se tient au Moyen-Orient, à Beyrouth, avec des préoccupations liées à l'actualité. Car le 11 septembre 2001, le monde découvre avec horreur les attentats meurtriers perpétrés par Al-Qaïda contre les États-Unis. Des événements qui plongent le monde dans le chaos. Face à la montée du terrorisme, un pays qui avait jusqu'ici boudé la francophonie, l'Algérie,
marque sa présence au sommet. Abdelaziz Bouteflika, qui craint l'amalgame qui se diffuse entre terrorisme et pays arabes, fait entendre sa position. Comment les musulmans à travers le monde ne seraient-ils pas révoltés contre des jugements dévalorisant et parfois dénigrant haineusement l'islam et la civilisation islamique? Un discours qui marque un point d'entrée du chef d'État dans l'organisation, bien qu'il n'en soit pas membre. La France est restée le pays gaulien qui a su préserver son indépendance vis-à-vis des uns et vis-à-vis des autres dans un moment difficile. Si nous prenons place dans la francophonie, nous essaierons d'en tirer le maximum. Les chefs d'État francophones déplorent les tensions croissantes qui grondent entre l'Irak et les États-Unis à la suite des attentats. Des tensions qui dessinent les prémices d'une guerre qui bouleversera le monde pendant plus de 8 ans. Face à ce contexte, l'OIF n'a d'autre choix que de s'engager politiquement en condamnant les intentions américaines qui préparent une attaque massive au pays de Saddam Hussein. Réaffirmons ce credo fondamental. Dans le monde moderne, le recours à la force ne saurait être qu'un ultime et exceptionnel recours. La décision ferme de la francophonie marque un tournant pour l'organisation, qui affirme ses divergences avec la politique américaine. À partir donc de ce sommet de Beyrouth, la francophonie est devenue une organisation qui met en avant le multilatéralisme comme moyen de résoudre les problèmes internationaux. Et à l'issue du sommet de la francophonie dont nous vous parlions à l'instant, l'ancien président sénégalais Abdou Diouf a été élu à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, élection à l'unanimité. Certains y voient l'héritage de son défunt concitoyen Léopold Sédar Senghor. Abdou Diouf sera donc la voix de la langue française. Après un ancien secrétaire général des Nations Unies, que l'OIF soit porté par un ancien chef d'État, ça donnait à la francophonie encore une dimension importante sur la scène internationale grâce au président Abdou Diouf. Il a permis à la francophonie de jouer un rôle majeur en faisant adopter la Convention sur la promotion et la protection de la diversité culturelle à l'UNESCO. L'ancien ministre de Senghor renforce et crédibilise aussi le rôle politique de la francophonie, avec l'application de la déclaration de Bamako, adoptée en 2000 par son prédécesseur, Boutros Ghali, pour promouvoir la paix et les droits de l'homme. Dans des pays francophones comme l'Afrique, est-ce que vous avez l'impression que ces principes sont toujours respectés ou appliqués ? C'est un idéal, comme disait Jaurès, il faut aller à l'idéal en partant du réel. Beaucoup de progrès a été fait ces derniers temps. Notre organisation se bat beaucoup pour l'état de droit, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces derniers temps. Avec 2/3 des conflits du monde sur son sol, l'Afrique est le principal théâtre des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pourtant, sa voix n'y est pas entendue. Lors du sommet de Montreux en 2010, Nicolas Sarkozy, qui souhaite faire porter plus fort la voix de ses membres sur l'échiquier mondial, affirme le poids de l'institution dans la gouvernance globale. Nous représentons le tiers des États membres de l'ONU. Qu'est-ce qui nous empêche de porter ensemble, devant l'Assemblée générale, la réforme indispensable des Nations unies pour adapter l'organisation aux réalités du XXIe siècle? Nous avons changé de siècle. Peut-on réfléchir à un changement de gouvernance? Est-il normal qu'il n'y ait aucun membre permanent du Conseil de sécurité émanant de l'Afrique? 1 milliard d'habitants, dans 30 ans, 2 milliards d'habitants qui n'ont pas de représentation permanente. C'est un scandale. L'OIF se positionne stratégiquement au sein d'organisations internationales telles que les Nations Unies ou encore l'Union africaine. Une place qui lui permet de renforcer son champ d'action et ses ambitions. Les femmes, l'éducation, la jeunesse. En 2014, le président sénégalais Macky Sall appuie fermement les intentions nouvelles mais surtout nécessaires de l'OIF. Oui, la francophonie des peuples commande que les jeunes et les femmes restent au cœur de nos politiques. Je pense aux inégalités
qui limitent leur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, aux sources de revenus, à la propriété et au pouvoir décisionnel. Le discours et les intentions du président du Sénégal sont confortés par l'élection d'une femme au poste de secrétaire général, Michaëlle Jean, canadienne et haïtienne. Parmi ses actions, elle dévoilera quelles seront les priorités économiques qui mobiliseront les membres de l'institution. Nous allons unir nos efforts, unir nos programmes et nos actions en choisissant une priorité. C'est tout le travail qui est à faire pour soutenir la jeunesse, soutenir les initiatives portées par les jeunes, soutenir l'entrepreneuriat porté par les jeunes. Pour promouvoir la formation dans l'ensemble des pays francophones, l'OIF s'engage en premier lieu à offrir l'accès à la culture aux plus jeunes enfants des milieux ruraux. Bibliothèques, animations, forums d'échange. Depuis 1985, l'organisation a fondé plus de 317 centres de lecture et d'animation culturelle dans plus de 22 pays francophones. Avec plus de 3 600 000 visiteurs par an, les centres culturels offrent de réelles perspectives d'avenir aux plus jeunes. Des jeunes qui se forment de plus en plus nombreux à travers le monde. Au Sénégal, à 68 km de Dakar, l'organisation soutient l'un des premiers lycées d'enseignement technique du pays, le lycée de Thiès. Un établissement qui répond aux besoins concrets de l'économie locale en offrant aux jeunes des formations spécialisées pour chaque compétence technique, de la soudure à la mécanique, en passant par le fraisage. Des formations ouvertes à tous, mais surtout aux jeunes femmes qui y sont de plus en plus nombreuses. L'OIF a pris la pleine mesure de l'importance aujourd'hui de la formation dans les pays membres, dans l'espace francophone. Parce que un jeune sans formation, une personne sans formation, c'est aussi une personne qui est un peu laissée pour compte. Et quand on est laissé pour compte, on finit par avoir accès, ou pour ne pas dire avoir écho, ou prendre écho et pour tout ce qui est extrémiste. Et c'est ce qui est dangereux. Il y a plein d'outils qui ont été développés, plein d'initiatives qui ont été entreprises. Et il est nécessaire aussi que beaucoup d'efforts soient faits pour les années à venir. Parmi les 88 États et gouvernements membres de l'organisation, 60% de la population sont des jeunes. Des jeunes dont les perspectives d'avenir sont la priorité de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwao, élue en 2018 au sommet d'Erevan. Diplômée en littérature française, la diplomate polyglotte originaire du Rwanda mise sur la langue des Lumières pour offrir aux jeunes des ambitions internationales. C'est la langue de l'éducation. Et en Afrique francophone, beaucoup de nos populations ne communiquent avec le monde extérieur qu'à travers la langue française. D'où l'importance et d'où, pour moi, la nécessité de nous focaliser sur l'éducation en langue française. Une langue qui aura sa place au cœur des innovations et du numérique, une passerelle inévitable pour garantir l'emploi de la communauté francophone. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse, par exemple, positionner la langue française comme la langue de l'Internet. Et ça, avec les proportions de jeunes dans l'espace francophone, c'est très possible. Nous nous lancerons pleinement dans le virage numérique pour partager et promouvoir notre langue et nos cultures chez nous, entre nous et avec le monde entier. Les systèmes scolaires africains vont devoir absorber 200 millions d'enfants dans les 30 prochaines années. Il y a une urgence. Et numérique et éducation, ça se conjugue plutôt bien pour répondre à cette urgence. Donc le cycle de la coopération n'est pas terminé, mais il est appelé à changer profondément. Dans un monde où l'accès aux technologies est inégal, l'OIF s'emploie à former les jeunes dans le secteur du numérique, un secteur essentiel à l'évolution professionnelle des nouvelles générations. C'est au cœur de Madagascar que l'une de ces initiatives a vu le jour, le Coderbus. Un bus équipé d'outils informatiques qui, pour initier les plus jeunes au codage, se mobilise dans les régions qui n'ont pas accès aux ordinateurs. Instructif mais aussi ludique, le programme permet aux jeunes d'apprendre à concevoir des jeux vidéo de A à Z. L'OIF aujourd'hui doit utiliser les nouveaux outils, notamment les outils numériques, c'est-à-dire Internet, pour non seulement enseigner le français, on ne peut plus enseigner le français aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 50 ans,
pour propager les œuvres de la culture française, les œuvres de toutes les formes artistiques, les œuvres intellectuelles aussi, et puis pour, évidemment, ne nous voilons pas la face, pour garder sur la scène internationale une position originale que ne peuvent pas avoir des pays comme la Chine ou comme les États-Unis, dont on nous dit qu'ils feront le XXIe siècle. Pour aider les jeunes à s'épanouir sur le marché international, l'OIF valorise l'entrepreneuriat en soutenant des incubateurs à travers le monde où fleurissent les idées qui révolutionneront demain. On a une dizaine de startups, donc startups jeunes pousses francophones, qui ont été accompagnées par différents programmes de la francophonie. On a essayé de mettre en avant différents secteurs d'activité. Donc on a à la fois des programmes qui sont dans le domaine de l'agriculture, de la santé, des services financiers, de l'entrepreneuriat culturel. L'objectif, c'est de rencontrer d'autres entreprises, d'avoir des retours d'autres entrepreneurs, mais c'est surtout de rencontrer des capitaux investisseurs qui, pour nous, c'est très important dans l'évolution future de notre projet. Beaucoup d'efforts ont été fournis pour créer un écosystème qui soit adapté et adaptable à l'évolution, à la création de contenus numériques, mais aussi à l'émergence d'entrepreneurs. Le numérique, c'est un peu la 5e révolution. Il ne faudrait pas laisser passer cette chance au fait à la jeunesse de pouvoir saisir le bon. Donc, la francophonie offre des opportunités aux jeunes francophones pour émerger. L'innovation, c'est un facteur de développement en Afrique dans ce sens que ça apporte vraiment ce changement-là et ça aide la jeunesse à s'ouvrir à d'autres horizons. Ça nous permet de voir mieux les choses et vraiment, je pense que c'est un élément booster de l'économie africaine. Ce qu'on fait, ça contribue à construire cet écosystème d'investisseurs qui veulent investir en Afrique. Et donc, on est en train de changer la donne, non seulement pour nous, mais surtout pour les startups qui arrivent derrière nous. Donc, c'est hyper important. Il y a vraiment des belles opportunités. Et je pense qu'il est temps de se positionner sur le marché de l'Afrique francophone. Un ensemble de synergies qui permet à la langue française d'agir pour la jeunesse, mais également à la jeunesse d'agir pour la langue française, de l'enrichir, de la diffuser. Festival des arts, concerts, jeux sportifs, cinéma, expositions, prix littéraires. Depuis 50 ans, l'art et la culture continuent d'être le moteur de la francophonie. Ne perds pas le sud, perds pas le sud, perds pas le sud, ne perds pas le sud. Je le disais tout à l'heure, il y a 50%, presque 50% finalement des francophones qui sont sur le continent africain. Est-ce que c'est une chance pour toi en tant qu'artiste de pouvoir diffuser ton message plus largement, cette francophonie? Oui, carrément. De toute façon, moi, ça a toujours été... Ça m'a servi très tôt parce que quand j'ai commencé ma carrière solo, donc j'ai sorti un album en 2003, mon premier album solo, et comme il était en français, donc ça se démarquait un peu de ce qui se faisait au Sénégal parce que la plupart de ce qui se fait au Sénégal en termes de rap, c'est en Wolof, et ça m'a ouvert des portes directes, c'est-à-dire que direct je me suis retrouvé au Burkina, ensuite au Bénin, ensuite au Mali, ensuite en Mauritanie, partout à faire des concerts parce qu'ils avaient accès à mes textes, à ma musique, et j'ai vu que vraiment j'avais touché un public beaucoup plus large. Donc du coup, c'est clair que la francophonie, c'est énorme, quoi. La langue française agit comme un tremplin pour plus de 300 millions de personnes dans le monde. Une langue polyvalente, aux identités multiples, enrichie par la variété des cultures qui composent la communauté francophone et son vocabulaire pluriel. Aller au Cameroun, on vous dira avoir un ventre administratif, juste parce qu'on a un gros ventre. Arriver à Abidjan, on te dira viens, on va boire. Viens, on va boire, ça veut dire viens, on va manger, tout simplement. Donc la langue française s'est enrichie au fur et à mesure parce que le monde francophone, les jeunes francophones, la population francophone est très dynamique. Au Québec, on est très inventif, fait que le choix est un peu difficile. On a les clavardages, les barniques, on chauffe le char, on tatouine également. Mais s'il fallait que j'en choisisse un seul, ce serait le pourriel. Il y a des expressions typiques que j'aime dans mon pays. La première, c'est l'eau à ressort. C'est tout simplement une façon de dire l'eau gazeuse. Et la deuxième, lancer un chameau. Mais non. Je ne vais pas me moquer de nos amis animaux, non. C'est tout simplement lorsqu'on commet une faute d'orthographe. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a l'expression « avoir la bouche sucrée ». Vous pensez que ça veut dire quoi? Qu'on aime les desserts? Non, non, non. Ça se dit de quelqu'un qui est un beau parleur, qui aime flatter. Vous en connaissez? Chacune de nos capitales, en fait, a plusieurs mots comme ça qui sont une combinaison de la langue française et des langues locales et des pratiques. C'est fantastique, ça montre aussi que la langue française
s'adapte au milieu, au temps, à la jeunesse surtout, qui est la partie de nos populations qui crée tous ces mots-là. Mais c'est une richesse. Monsieur le président de la République gabonaise avait eu cette formule de grande sagesse. Le plurilinguisme garantit aux Français son immortalité. Le plus important, c'est que les francophones aujourd'hui doivent être à l'avant-garde du combat pour la diversité dans le monde. Ils portent cette diversité en eux-mêmes parce que la plupart des francophones parlent plusieurs langues, sont pluriels et aujourd'hui ils sont tout à fait légitimes pour défendre ce combat contre l'uniformité culturelle. Les Jeux de la francophonie qui ont été organisés en Côte d'Ivoire, ça réunit quand même 4000 artistes venus de tout l'espace, toutes les aires géographiques de la francophonie, s'unir, danser, chanter et parler le même langage qui est la diversité, l'ouverture d'esprit, l'ouverture culturelle et l'acceptation de l'autrui. On permet aujourd'hui un brassage culturel inédit dans le monde.